Je m'appelle Diata. Ça fait 15 ans que je suis engagée dans la lutte contre les violences. Il y a quelques années, j'ai créé un spectacle pour aborder ce sujet avec un large public. Ce que je veux vous dire, c'est que pour faire reculer les violences, tout le monde doit s'y mettre. J'ai d'abord été victime et j'aurais aimé que quelqu'un vienne me parler de tout ça. Pour toucher encore plus de monde, nous avons créé le programme Balance son hashtag qui, à chaque numéro, nous emmènera à la rencontre d'une personnalité qui partage notre engagement. Pour ce premier numéro, j'ai invité Bilal Hassani. Donc Bilal, bienvenue à Nantes. Ben merci beaucoup, T'es je déjà suis venu content. à Nantes? Oui, je suis déjà venu à Nantes 2-3 fois, ouais. Que toi, tu reçois une invitation de gens que tu connais qui te racontent vite fait ce qu'ils veulent faire. Oui. Et tu dis, ok, j'arrive. Ben, quand c'est pour une cause comme ça, je peux faire l'exception. C'est trop cool. Mais ça me fait plaisir. Est-ce que ça t'intéresse que je te raconte comment je t'ai découvert? Ah, ouais, Parce que je suis c'est un très sketch. curieux, très curieux de savoir. J'ai passé 4 heures à enchaîner toutes tes vidéos YouTube. Et tu vois, et franchement, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je suis rentrée dans un monde vraiment parallèle, tu vois. Je me suis dit, mais ces gens s'en foutent. Et je me rappelle, quand j'ai vu mon mec, je lui ai dit, mais j'ai découvert des gens là. Ils sont incroyables, ils sont dans un délire. Ils sont trop drôles, ils sont ouf. Et moi, j'avais pas tilté que t'étais chanteur. D'accord. Tu vois, moi, je t'ai découvert vraiment en mode story time, tu vois. Là, c'est bon, je suis belle. Parfait. 1, 2, 1, 2. Bonsoir Paris, yeah. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez bien. Bilal Hassani, chanteur, auteur-compositeur, youtubeur, aucun domaine ne résiste à ce phénomène de 22 ans dont le talent et la personnalité ne cessent d'affoler la toile. Sur sa chaîne YouTube tout d'abord, avec les chroniques hautes en couleurs de son quotidien. Il se retrouve propulsé sur la scène de l'Eurovision en 2018. Il va enchaîner avec 2 albums et un Olympia plein à craquer. Mais au-delà de l'artiste, Bilal est un garçon engagé dans le combat contre les violences chez les jeunes. On a sorti un single de l'album Contre-soirée qui s'appelle Tom, qui est un morceau qui parle de harcèlement scolaire et qui est un sujet que je voulais absolument traiter après les rencontres que j'ai faites donc de mon public et des témoignages que j'ai reçus. Bien sûr. J'avais envie de faire un hymne du coup à tous ces invisibles, à tous ceux qu'on calcule pas trop, qui sont au fond de la classe, qui sont en train de vivre des choses que les autres ne remarquent pas. Et j'avais envie de leur dire dans cette chanson, moi je remarque, moi je te vois, moi je t'entends. Dis-moi ce que tu gardes sur le cœur, je t'entends pas. Dis-moi, ça reste juste entre toi et moi. Il me semble que tu as des projets avec l'éducation nationale. Là. Exactement, donc on a Jean-Michel Blanquer qui a répondu à l'appel. Cool. Donc on a des rencontres et je vais commencer à leur exposer un petit peu mes idées. Bien sûr. Qui sont de mettre en place des ateliers ultra ludiques, un petit peu comme ce que vous faites. Moi, j'aimerais bien mettre en avant des personnes autour de moi et aller voir les élèves et aller parler avec eux et essayer de créer aussi des ateliers élèves-élèves avec des lycéens qui parlent à des collégiens et des collégiens qui parlent à des primaires. C'est parfait. Voilà. C'est génial. Alors Bilal, on est au phare. Ouais. Je suis ravie de te recevoir ici. Alors déjà, je trouve que le lieu est magnifique. Et la personne qu'on voit au milieu, là, c'est Sainte-Cécile. C'est la sainte, c'est la patronne des musiciens. C'est la sainte des musiciens. Wow. Et donc, je trouve, mine de rien, jolie coïncidence. ça avait du sens de te recevoir ici. Et donc, j'ai lu ton livre. Moi, il y a une phrase que j'ai trouvée extraordinaire. C'est une défaite d'être triste. J'aimerais bien t'entendre là-dessus, parce que cette phrase, elle veut dire tellement de choses. Enfin... Oui, alors, elle est un petit peu à double tranchant, cette phrase. Je l'applique encore aujourd'hui. Cette volonté d'être solaire, cette volonté d'illuminer les gens autour de moi, parce que ça me permet, moi, de rester un petit peu en éveil et en vie, en fait. Ça me permet d'exister, d'être heureux. Je pense, je fais partie des gens convaincus que si tu arrives quand même à avancer, c'est peut-être parce que tu as l'écriture. Oui. Parce que, on est d'accord, l'écriture, c'est magique.
Mais ça sauve des bouts de vie. J'appelle ça des bouts de vie. Il y a des moments où on a l'impression qu'on peut pas passer à la prochaine étape. Et c'est vrai que l'écriture a souvent été le petit cheat code pour avancer dans la vie. Pour moi, quand tu te mets à écrire, c'est qu'il y a un événement où il y a des choses que tu peux pas dire à qui t'as personne pour en parler, et tu te retrouves à devoir quand même évacuer ce truc, à prendre un cahier et l'écrire. Non, mais complètement. Je suis convaincue de ça. Est-ce que toi, t'as un souvenir de ce moment Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans et demi, 13 ans. Je pense que c'était mon vrai sexual awakening. Et que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir du coup que je préférais les garçons. Et c'était très perturbant. Je pouvais pas mettre de mots dessus. La recherche m'avait pas du tout aidé. J'avais genre des blogs où j'allais poser des questions sur ma sexualité et qu'on allait me rediriger vers genre des camps de conversion, des trucs comme ça, et qu'on l'amenait de manière tellement lisse. Et que moi, j'avais du coup 13 ans, que j'avais l'impression que c'était ça le truc. Du coup, on me disait, voilà, t'inquiète pas, c'est pas bien grave, tu peux juste aller là-bas pendant genre 2-3 semaines et après, ce sera réglé. Et moi, je me disais, ah bon, c'est ça le truc et tout. Et petit à petit, ensuite, j'ai été exposé. Et j'ai décidé de m'exposer en ligne, en plus, dans ce Far West qui est le métier d'influenceur et ce truc où on sait pas trop ce qu'on fout là et que personne sait ce qu'il fout là et que t'essayes d'exister, de procurer quelque chose, d'offrir quelque chose de positif aux gens. Mais en même temps, t'es un nouveau type de célébrité, donc les gens le comprennent pas spécialement et ont l'impression qu'ils peuvent te taper dessus. Ouais, qu'ils peuvent tranquille. Tout, quoi. C'est un déferlement d'injures que subit Bilal Hassani sur Twitter. Le chanteur de 19 ans est visé par des insultes en raison de son orientation sexuelle. Bilal Hassani en aurait reçu 1500 en quelques jours. C'est ce qu'affirme l'association Urgence Homophobie, qui a décidé de porter plainte. C'est pas parce que Bilal a une notoriété, on le fait parce que c'est terriblement injuste ce qui lui arrive, que c'est un exemple pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, que c'est un exemple de liberté, de libération. Les auteurs de ces tweets risquent jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 22 500 € d'amende. Mon premier signal en tant que chanteur, c'était bonjour, ce maghrébin avec une perruque va vous représenter, vous, tout le pays, la France, au plus gros concours le plus regardé du monde. Donc, c'était ça mon premier signal. Évidemment, il faut avoir un peu des couilles pour faire ça. Il y a très peu de personnes qui se sont rendues compte qu'il fallait en avoir. Et donc, ils ont décidé de se dire non. Il y a eu un rejet genre un peu immédiat. Et donc, ça a cultivé un truc en moi qui est un vrai syndrome de l'imposteur que j'ai développé l'année dernière, où j'ai perdu toute confiance en moi en tant qu'artiste. Ouais. Donc j'ai été perdu. C'était au milieu de mon ascension. J'étais en train d'annoncer des dates de tournée qui se remplissaient. J'étais en train de faire le tour de l'Europe et tout se passait très bien pour moi. Mais je pensais que je savais plus chanter, que je savais pas chanter, qu'on m'avait menti depuis le début. En gros, t'as cru J'ai tout cru, les commentaires des gens. Parce que du coup, je pense que, tu vois, on prend le truc à l'envers. Encore une fois, moi, j'ai pris le truc à l'envers. On m'a harcelé littéralement en me disant que je n'avais pas de talent. Et donc, du coup, je ne chantais pas bien. On parle bien des cyberviolences, en fait. On parle bien des cyberviolences, évidemment, en tout cas, principalement. Évidemment, il n'y avait pas que ça, mais les cyberviolences représentaient 90% des remarques et des messages que je recevais. T'es pas un vrai mec, tu fais trop la meuf. Tu sembles un peu fake, oui, on sent que tu bluffes. Derrière ton sourire, ça se voit qu'il n'y a rien. J'aimerais te voir mourir, tu mérites pas d'être bien. Oh, oh. C'est comme si t'étais en train d'essayer d'arrêter une fuite à l'océan Atlantique avec un balai à chiottes. Et je me répète, on casse les coups, c'est tous des jaloux. On était à une cadence de base, c'était grossièrement 150 000
par jour, à peu près. Ah ouais. Non, ouais. Donc il y avait un moment en fait où les gens ne se rendent pas du tout compte de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on allait avoir un tweet sur mon nom toutes les 3 à 5 secondes. Au moins un tweet. À ce niveau-là, on peut dire que t'es gay et complètement folle. Merci pour l'information. Tu fais honte à ton pays, enculé de tes morts. Je suis désolée d'utiliser ce langage devant toi, maman. Mais bon, je vais me nettoyer les oreilles après, c'est pas grave. On a MK7 Braska qui me dit « Elle où ta virilité, toi, grande folle, tu vas te faire tourner dans les câbles, laissé pour mort, et après, on verra si t'as toujours envie de faire la folle. » Ça fait plaisir. Si tu kiffes pas, casse-toi. Va regarder d'autres vidéos, chérie. Et si t'es en train de regarder mes vidéos encore, ça veut dire que t'es intéressé. T'es sérieux, fils de pute. Tu fais honte aux hommes et aux arabes. Change de prénom et de nom. Ça va, maman? Ah oui ou non, mais moi ça me... On est en 2018 à Skip. On est en 2018 à Skip. Comment t'as essayé de t'en protéger, en fait? C'était impossible. Parce que c'est vraiment comme si tu voyais un tsunami arriver devant toi et tout le monde te dit « Ah, éteins ton téléphone !» Oui, mais non. Donc tout le monde me disait ça. Si tu sais, dans ton cerveau, si tu sais, le fait que tu le vois ou que tu le vois pas, tu sais. Ouais, ouais. Et donc il y a peut-être quelque chose de même réconfortant de voir où ça d'avoir en le est, contrôle en voyant où ça en est. Et moi, c'était réconfortant pour moi de lire plutôt que de ne pas lire. Parce que quand je ne lisais pas, j'avais peur. Et ça, c'était mes nuits, du coup. Donc, je ne dormais pas. Parce que je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Quel montage ils allaient faire. Quelle personne ils allaient attaquer de ma famille. J'avais peur qu'on trouve mon père, j'avais peur qu'on trouve mon frère, j'avais peur qu'on trouve mon petit frère. Quelle angoisse. Ce que Bilal vient de nous raconter, c'est ce qu'on voit tous les jours sur les réseaux. Ça s'appelle du cyberharcèlement et c'est grave. Insultes, rumeurs, moqueries, diffusion d'images intimes. Ces violences ne sont pas virtuelles. Elles ont de réelles conséquences sur la vie de celles et ceux qui les subissent. C'était vraiment quelque chose de répété, tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et maintenant, je sais ce que c'est le harcèlement, c'est ça. Dans les vestiaires, on s'amusait à me prendre en photo alors que j'étais en train de me changer. Donc c'était pas forcément confortable pour moi, donc quand j'y allais, j'étais un peu gênée. Je voulais pas forcément montrer mon corps parce qu'il était en train de changer. Je commençais à avoir un peu de poitrine, j'étais pas très mince. J'ai une tache de naissance sur mon ventre et ça les amusait en fait. Elles trouvaient ça bizarre. Donc on me prend en photo puis on va le faire tourner dans tout le collège. Au début, j'en parlais juste à ma meilleure amie, parce qu'elle était là. Ouais. Et elle me forçait, on va dire, un peu à le dire à ma mère parce que, elle me disait que c'était grave et qu'il fallait que je le dise. Et après, j'en ai pas parlé tout de suite. J'ai attendu. Parce que t'avais un peu honte, t'avais peur ou honte? Ouais, un peu des deux. Un peu des deux, ouais. Je me suis dit que c'était trop grave pour en parler. Je crois que c'est ça qui est encore plus destructeur. C'est quand l'enfant que j'étais, l'adolescente, a cru que c'était normal. Lui, il préférait les coups en douce et les insultes dans le dos. Elle dit que ça la touche pas, mais parfois plus qu'on ne le croit. Parfois, ça vire au drame, ça te pourrit la vie. Du plus profond de tes entrailles, tu passes en mode survie. Quand j'allais pas bien, j'allais dans les toilettes du collège, j'ouvrais ma trousse, je prenais mon compas. Et puis, j'y allais pas de main morte, quoi. Vraiment, je me faisais mal. Mais pour me soulager d'un côté, parce que je me faisais mal, parce que j'avais l'impression que c'était de ma faute. Comment tu verrais ta vie si tu les avais pas rencontrés? Je vais peut-être être trash. Dans un cimetière. C'est vrai, oui. Ouais. Parce que j'étais arrivée à un point où je comprenais plus. Un ado sur 4 dit avoir été cyberharcelé. Et chaque année, 1 million d'élèves sont victimes de harcèlement scolaire. Si tu es concerné, il faut essayer d'en parler. À des amis, adultes de confiance, la famille. Des solutions existent. Ça va finir par s'arrêter. On n'est jamais responsable des violences que l'on subit. Tu t'es lancé dans ça par hasard ou c'est parce que c'est
Ça vient de ton vécu? Ben, en fait, je me suis lancée dedans sans trop m'en rendre compte. Parce qu'un peu comme toi, je me suis réfugiée dans l'écriture. Et donc, j'ai commencé à écrire assez tôt. Vraiment tout ce qui me dérangeait ou tout ce que j'avais envie de dire. Et donc, moi, j'ai été victime de différentes formes de violence pendant mon adolescence. Et je pense vraiment que c'est d'une part l'écriture qui m'a permis d'avancer, d'évacuer, de continuer à avancer. Et j'ai créé un spectacle sur les violences, tout simplement parce que pour moi, écrire, c'était raconter la vraie vie. Des amis et je croise tous les jours des filles et des femmes aux histoires qui regorgent de vérité alors. Donc je crée ce spectacle, je le joue, je me rends compte qu'il y a plein de gens concernés et que vraiment ce qui me bouleverse à ce moment-là, c'est de me dire non mais c'est dingue que les choses, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé entre moi quand j'étais jeune et tous ces jeunes-là. Donc je pense qu'inconsciemment, tout ce que j'ai créé avec Résonante, c'est tout ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune et que j'essaie de rattraper un peu pour tous ces jeunes-là, quoi. Donc, voilà. Ce qui est hyper important quand on fait ce que tu fais, c'est que les gens vont se retrouver entre eux. En fait, nous, on est comme un foyer, en réalité, à travers ce qu'on va faire, à travers le spectacle, à travers la chanson. C'est comme un foyer où les gens se retrouvent. Et donc moi, quand je sors une chanson et que les gens osent dire « Ah, putain, elle m'a fait du bien, cette chanson, je me suis retrouvé dans le message », il y a quelqu'un d'autre qui va dire « Ah, moi aussi, ah, moi aussi, ah, moi aussi, ah, moi aussi. » C'est ça. Et je me suis rendu compte que j'ai plein de toiles d'araignées de fans, en fait, qui se sont connectés grâce à mes chansons et qui parlent entre eux et qui sont tous en train d'aller à la même vitesse dans leur processus de recovery. Ouais. Et qui, du coup, n'ont plus l'impression d'être à la bourre, n'ont plus l'impression d'être en retard sur Terre et de tatati, de tatata. Ils sont en mode, OK, ça va aller. On y va ensemble. On est tous ensemble. Et c'est très rassurant. Ouais, bien sûr. Et ça fait du bien de voir quelque chose de sain comme ça naître d'une chanson, d'un texte, de quelque chose concret, quoi. Non, ouais, Enfin, je suis un peu émue de notre discussion parce que je suis certaine que tes mots vont faire du bien aux personnes qui vont les entendre. Et moi, je suis obligée de parler d'Amina. Donc, Amina, c'est ta mère. Ouais. Je pense que tu fais partie des chanceux, des personnes qui ont énormément de chance d'avoir un adulte de confiance. Et dans ta chanson Je danse encore, moi, je pense que tout est dit, en fait. Que c'est très explicite. Moi, je t'avoue, j'ai chialé quand j'ai vu le clip la première fois, tu vois. Et je me dis, mais la vie serait tellement différente pour tout le monde si on avait tous des Amina. Si on avait tous Amina. Ouais. Dans tes yeux, c'est moi le plus beau. J'ai peur de rien dans ton bateau. Je sais, nous deux, on a tout vu. On a gagné, souvent perdu. Si tu savais l'amour, maman, les voilà les beaux jours, maman. Dans tes yeux, je suis heureux. Je réalise petit à petit la chance que j'ai. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que j'avais juste une maman. Et quand on est enfant, quand on est au primaire, quand on est au collège, on rencontre des copains et on rencontre des copines. Et moi, c'est vrai que je suis allée chez les amis à moi où je comprenais pas du tout ce que je voyais. Dans la relation, dans les échanges. Dans la relation, dans les échanges, dans l'environnement dans lequel ils étaient, dans ce qu'ils pouvaient dire ou ne pas dire devant leurs parents. Il y avait des sujets que j'abordais avec ma maman qui paraissaient comme des sujets aliens pour les autres enfants avec leur maman. C'est-à-dire que ma mère et moi, on avait vraiment un truc qui s'appelait Dimanche débat, quoi. On a parlé de sexisme, on a parlé de racisme, on a parlé de sujets comme ça avec ma maman quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, quand j'avais 7 ans, quand j'avais 9 ans, 10 ans. Où maman, elle nous avait vraiment... On avait même parlé d'homosexualité avant même que je sache que j'étais homosexuel. Et c'est des signaux comme ça qui font que dans ta tête, quand tu te rends compte du coup que t'es gay, tu te rappelles du moment où ta maman avait dit « Ah, c'est chill » et tu fais genre « Ah, ok, elle, je pourrais lui dire ».
Mais c'est fou comment c'est un privilège de se dire ça. Bien sûr. Tellement de gamins que je connais, tellement de jeunes que je connais, tellement d'amis que j'ai aujourd'hui, parce que maintenant j'ai 21 ans et j'ai plein de potes à moi qui sont dans la même situation de vie que moi, qui vivent bien en réalité, qui ont leur appart, etc. Mais qui se sont fait virer de chez eux, qui ne parlent plus avec leurs parents du tout, qui ont vécu évidemment des expériences traumatisantes, des meufs, des mecs, par rapport à leur orientation sexuelle. Et c'est des choses que j'ai jamais vécues moi. Ouais, t'en as vécu d'autres, mais... Évidemment, mais en tout cas, la grosse chance que j'ai eue, c'était maman. Et je danse, et je danse, et je danse encore, maman. Et je danse, et je danse, et je danse, et je danse, et je danse encore. Peu importe le chemin, peu importe là où t'en es, peu importe qui t'accompagne ou pas, il y a toujours des solutions. Et je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça. Merci. Avec moi et avec le public surtout. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris tout au long de cette journée? J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, pour commencer, toute l'implication que vous avez avec le site de Résonante.fr. Et donc, vous avez une vraie expo, vous avez des vraies explications, des vraies statistiques, et il y a un vrai accompagnement pour les jeunes. Moi, je veux vraiment appuyer sur ce point-là. Je sais qu'il y a toute une génération qui se pose beaucoup de questions sur ce qu'il ou elle vit, les définitions des violences, les statistiques autour des violences les conséquences sur la santé. Et les conséquences sur la santé mentale. Moi, c'est surtout cette partie-là qui m'a beaucoup impressionnée parce que c'est des réflexions que je me faisais avec moi-même, et le fait de le lire vraiment si clairement, ça aide à remettre vraiment beaucoup les idées en place. Et je pense qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin de lire ce que j'ai lu ce matin. J'appelle tout le monde à aller sur le site de Résonante.fr et à télécharger l'application gratuite Appel, vous connaissez. Merci beaucoup, Bilal. Merci. À ton tour maintenant d'adresser un message et de balancer ton hashtag. Donc, Bilal, balance ton hashtag. Alors, s'il y a un artiste qui m'inspire énormément depuis que je suis tout petit, c'est David Bowie, qui a une chanson qui s'appelle Life on Mars. Et c'est un petit peu ma phrase totem depuis que je suis tout petit. J'imagine toujours qu'un jour je pourrais chanter sur Mars, et j'essaie de placer mes objectifs dans quelque chose de tellement inatteignable que je m'arrêterai jamais de me battre pour arriver au bout de ce truc-là, cette idée de chanter sur Mars. Ah, trop bien. Donc, je propose le hashtag Life on Mars pour qu'on puisse tous se mobiliser et dire nos rêves, raconter nos objectifs, raconter nos passions, malgré le vécu qu'on a, malgré les handicaps qu'on a pu vivre, malgré les moments où on s'est senti arrêté ou quand on est en train de se sentir arrêté par la vie, qu'on se dise toujours qu'il y a une vie sur Mars, donc on peut continuer à avancer pour y arriver à un moment. C'est génial. Donc, c'est hashtag Life on Mars. Parfait, tu es parfait. C'est trop bien. Merci beaucoup. Check.